Ouais. Nous analysons l'actualité politique, sécuritaire, sanitaire de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est donc une grande joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans lequel nous parlerons, nous mettrons un coup de projecteur sur les multiples accords signés autour de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de l'élection d'Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale et bien sûr nous chuterons sur une note un peu plus légère et nous parlerons de la victoire des Léopards hier face au Nigeria. Pour décrypter tout ça avec moi, Christian Kalonji, journaliste et analyste politique. Christian, bonsoir et bienvenue dans Champ contre Champ. Bonsoir Madame Samuela Galula, merci de m'avoir invité pour pouvoir analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je suis prêt à pouvoir partager ma connaissance avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis très honoré par cette invitation. Et moi, je suis encore plus que vous l'ayez accepté, justement. Je vous ai présenté comme étant journaliste et analyste politique. Oui. Auriez-vous d'autres casquettes quelque part? Non, au-delà de ça, peut-être musicien, mais j'ai quand même arrêté. Ok. Et pourquoi avoir arrêté la musique pour le journalisme? Parce que j'ai opté pour une autre voie, un autre chemin. En tout cas, la musique fait partie de mon histoire. Tout au long de mon enfance à l'église, j'ai eu quand même à jouer à un certain nombre d'instruments de musique, notamment le piano, la guitare, etc. Et depuis un moment quand même, j'avais levé l'option de pouvoir tourner un peu cette page et me lancer dans un autre domaine, c'est-à-dire le journalisme. Et je suis allé à l'IFASIG pour cela. J'ai fait 5 ans. J'ai d'abord appris le journalisme globalement, de G1 en G3, et en licence, j'ai opté pour le journalisme politique extérieur. C'était un peu une sorte de faculté similaire aux relations internationales. Et donc, je suis dans la pratique du journalisme depuis maintenant plus de 7 ans, on va dire, dans une chaîne de la place. Bon, je ne vais pas m'interdire de le dire, Télé 50. Oui, et donc c'est là où je suis. En tout cas, une autre casquette de plus, je ne pense pas. Journaliste et analyste politique, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Alors avant d'entrer dans les sujets qui nous intéressent au cours de cette émission, j'aimerais rester sur le fait que vous soyez journaliste aujourd'hui. Comment jugez-vous le journalisme en République démocratique du Congo, surtout dans ce contexte, dans un contexte de guerre? Alors je pense que le journalisme en RDC connaît quand même un certain nombre d'avancées parce que ce qui fait fonctionner le journalisme, c'est un élément important, c'est-à-dire la liberté de la presse. Si les journalistes peuvent émettre leurs opinions librement, cela prouve que le journalisme fonctionne normalement. Mais maintenant, il y a ce que moi je considère comme étant des bêtes noires, des journalistes qui n'arrivent pas justement à respecter ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de ce métier. Parce que informer, c'est quand même quelque chose qui renvoie à un certain nombre des règles à observer, au respect envers les personnalités. On ne peut pas diffamer lorsqu'il s'agit d'émettre son point de vue. On ne peut pas se permettre tout parce que, soi-disant, on doit jouir de sa liberté d'expression. Je crois que c'est un métier qui est encadré par des structures telles que l'UNPC, qui est notre corporation, qui a quand même prévu un certain nombre de dispositions qui doivent conduire ou accompagner le métier de journaliste en RDC. Donc je pense qu'il existe des journalistes qui respectent les normes, mais il y en a encore qui déroutent dans leur pratique. Et à ceux-là, moi, je leur demanderai tout simplement de revenir à la normale pour pouvoir pratiquer le journalisme comme il faut. Mais je voudrais aussi relever un problème, c'est par rapport à la situation sociale des journalistes. Nous sommes quand même dans un pays où, dans nos différentes chaînes, le social du journaliste n'est pas valorisé. Exactement. C'est ce qui fait des journalistes des gens qui
qui vont traîner derrière les politiciens pour avoir à vivre, pour avoir quelque chose qui leur permette de pouvoir vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça entache la dignité du journaliste. Ça ne se passe pas comme ça à travers le monde. C'est un métier. Coupage. Oui, phénomène coupage notamment. C'est un phénomène qui est propre à notre pays. Je ne dirais même pas à l'Afrique. Non, le coupage, c'est en RDC. Ça n'existe pas sous d'autres cieux. Quand vous appelez un journaliste de France 24, vous lui dites que vous allez lui payer, facturer sa prestation par un montant X, 250 $, il est surpris. Ou elle est surprise quand il s'agit d'une femme. Parce que c'est une réalité qui va lui paraître étrangère. Donc je pense que c'est une situation qui est liée directement à la situation sociale du journaliste. Donc si le journaliste quémande, moi je dirais que nous sommes en train de quémander lorsqu'on va exiger de l'argent pour relayer un reportage, etc. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait par les patrons de presse pour pouvoir améliorer les conditions sociales des journalistes, leurs journalistes qui travaillent dans leurs chaînes respectives. Je pense que le gouvernement peut aussi mettre la main à la pâte pour pouvoir accompagner le secteur des médias en RDC. Merci beaucoup, Christian. Je crois que ce qui favorise aussi cette précarité de la vie sociale des journalistes, c'est la multiplication des chaînes aussi. Oui. Parce que la principale source de financement d'une chaîne de télévision, c'est la publicité. Oui. Et maintenant qu'on a 150 chaînes, on ne sait plus à quelle chaîne confier la publicité. Les entreprises, justement, qui venaient pour proposer des publicités ont multiples choix désormais, donc peuvent négocier un peu plus bas les tarifs parce qu'on a plusieurs chaînes qui souvent ne sont même pas en règle avec certains documents. Il y a d'ailleurs une campagne qu'avait lancée le ministre de la Communication pour fermer certaines chaînes qui n'étaient pas en règle. On ne sait plus trop où on en est aujourd'hui parce que finalement, elles ont repris leur croissance et ce qui met de plus en plus le journaliste congolais dans une mauvaise posture. Alors pour clore ce sujet du journalisme, j'aimerais qu'on analyse ensemble avec vous un peu l'implication du gouvernement dans la gestion des informations. Pendant la prise de Goma, par exemple, il y avait certaines restrictions. On a interdit aux journalistes de prendre certaines approches. Encore pendant que Goma était en train de tomber, nous n'avions pas toutes les informations parce qu'il y avait des restrictions, jusqu'à ce qu'une chaîne de radio de la place finisse par briser le silence et porter le chapeau de ce qui pourrait lui arriver, justement le journaliste qui avait pris la décision d'en parler. Oui. Comment avez-vous jugé l'implication du gouvernement? Était-ce une façon de taire la presse ou une bonne façon de préserver la mentalité de la population congolaise en général? Je dirais la deuxième. J'opte pour la deuxième option, préserver la mentalité de la population congolaise, parce que l'État a un rôle, c'est justement de diriger la population. Les dirigeants qui sont en fonction ont été élus par le peuple et le peuple lui a légué ce pouvoir-là de pouvoir l'orienter, le diriger, notamment dans le respect du cadre juridique. Je pense que la situation d'agression ou de guerre dans laquelle nous sommes, c'est une situation exceptionnelle. Partout dans le monde, lorsque une telle situation arrive, c'est-à-dire lorsque la guerre frappe à la porte d'un État qui se veut, qui se respecte, qui a des lois, il y a des dispositions qui sont prises pour que la question de la souveraineté soit observée notamment par les organes de presse. La liberté de la presse n'est pas appliquée de la même façon que en situation normale. C'est-à-dire que pendant la guerre, la liberté de la presse doit s'appliquer autrement. On n'est pas libre de pouvoir relayer les informations de l'ennemi, sinon on donne raison à l'ennemi, sinon on donne un peu plus de force à l'ennemi. Des informations de l'ennemi que le ministre de la Communication avait qualifié de poison rwandais. Oui, oui. Effectivement, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du numérique. Vous savez que celui qui a l'information a le pouvoir. Et donc, le Rwanda aujourd'hui utilise ces moyens-là pour pouvoir manipuler à travers des chiffres
complètement faux, à travers des bilans complètement qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc le journaliste qui a ce rôle-là d'informer surtout sur la situation sécuritaire doit le faire avec patriotisme, parce qu'il s'agit quand même de notre pays. Vous savez, si aujourd'hui le M23 avance, prennent des localités, c'est notre souveraineté, nous sommes en train de perdre notre pays au fait. Donc je pense qu'un Congolais responsable, un Congolais qui aime ce pays, ne devrait pas ouvrir la porte à l'ennemi. Quand on est journaliste, eh ben, on doit émettre son point de vue dans le sens de soutenir l'armée, par exemple. On ne doit pas être là en train de pouvoir relayer à chaque fois les informations de l'ennemi, etc. Parce qu'il s'agit quand même de l'intégrité territoriale de notre pays. Donc moi, je pense que l'État avait raison de pouvoir encadrer le secteur des médias pour qu'un certain comportement soit affiché pendant ce contexte de guerre. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte normal, nous ne sommes pas en temps normal. Il s'agit d'une agression extérieure, c'est le Rwanda qui nous agresse parce qu'il a des ambitions expansionnistes, il rêve de pouvoir conquérir des terres au Congo et il nous impose la force. Il utilise des forces et même des Congolais. Il y a des Congolais qui sont complices dans cette situation et le journaliste ne peut pas faire le relais de l'ennemi. Donc, moi personnellement, j'ai dit coup de chapeau à Patrick Muyaya, au gouvernement, qui a su, comment dirais-je, encadrer le secteur des médias dans ce contexte exceptionnel d'agression rwandaise. Merci beaucoup, Christian. Cette chute nous permet donc d'entrer dans le premier sujet de notre rendez-vous de ce soir, champ contre champ. Et encore une fois, merci. Je vous donnerai un exemple, par exemple, de la Russie. Vous savez que la Russie est en guerre actuellement avec l'Ukraine. L'Ukraine, tout à fait. Si vous allez en Russie, vous allez vous rendre compte que les médias ne relaient pas tout. Il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas relayer comme vous voulez les informations qui vont dans le sens de critiquer l'armée en Russie. Ce n'est pas de la dictature. Il s'agit justement de défendre la souveraineté nationale. Merci donc, voilà. beaucoup, Christian, comme je l'introduisais. Donc, oui. Il est temps pour nous de nous attaquer à ce fameux sujet qui va faire office de la première partie de notre émission, oui. Les accords. Nous allons y aller chronologiquement, partant du premier accord qui a été signé jusqu'à ce dernier, oui. La semaine dernière, l'accord de Washington, en juin. Présenté comme une victoire souveraine. Oui. Et donc là, on est sûr qu'il y aura une application concrète sur le terrain, que le M23 va déguerpir de Goma, où il occupe le territoire national. On s'attend quand même à voir une application surtout immédiate du retrait des troupes rwandaises et les M23. Seulement, des mois plus tard, rien n'avance. Cet accord était-ce finalement une vraie victoire souveraine ou c'était de la poudre aux yeux? Je dirais que c'était une victoire diplomatique. Parce que c'était quand même un événement historique. Le 27 juin 2025, la RDC et le Rwanda qui ont signé un accord de paix qui impliquait quand même un certain nombre des choses, notamment les exigences qui devraient être respectées par les différentes parties, la partie congolaise et la partie rwandaise. Je pense que la partie qui fait bloquer la situation, c'est la partie rwandaise. Parce que le Rwanda, vous savez, n'a pas intérêt à ce que la paix revienne dans l'est de la RDC. Le Rwanda n'a aucun intérêt à ce que les populations de l'est, notamment de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu vivent en paix. Le Rwanda se construit par la guerre qui demeure en RDC. Et donc, je pense que s'il y a blocage aujourd'hui, si cet accord qui a été signé tambour battant à Washington, au bureau ovale, à la Maison Blanche, si cet accord peine à être appliqué, c'est tout simplement parce que nous avons en face de nous un ennemi belliqueux qui nourrit des ambitions
expansionniste qui veut entrer en possession de nos richesses. Et c'est cet ennemi-là, justement, qui ne veut pas mettre en exergue les termes de cet accord, notamment en brandissant cette question des FDLR comme prétexte pour pouvoir justifier l'intervention de l'armée rwandaise au Congo. Il a été prouvé noir sur blanc que les FDLR n'existent que de nom. Le Rwanda brandit cela pour pouvoir justifier ses ambitions belliqueuses sur le sol congolais. Et donc je pense qu'il s'agit là d'un président. Parce qu'il faut quand même faire une différence entre le Rwanda et le président Paul Kagame. Le Rwanda, c'est un pays de l'Afrique qui a un peuple qui est frère à la RDC ou frère au peuple congolais. Mais le Rwanda a un président qui nourrit des ambitions expansionnistes, qui remet en cause les résolutions de la conférence de Berlin de 1885, qui avait tracé les frontières. Et donc nous avons là, nous faisons face à un président qui veut avoir des terres au-delà de son propre territoire. Et il se donne les moyens pour cela. Il se donne les moyens, notamment en brandissant la question des FDLR, qui est, comme je l'ai dit, un prétexte, parce que plusieurs fois, il y a des opérations qui ont été menées sur le terrain pour que ces FDLR soient retrouvés. On ne les a jamais retrouvés. Donc le principal frein à la mise en œuvre de l'accord de Washington, c'est la question des FDLR. Voilà pourquoi vous avez suivi un communiqué qui date d'il y a quelques mois, je pense, si j'ai bonne mémoire, des FDF-RDC qui ont donné l'ordre aux FDLR, parce que le Rwanda le voulait. On a manifesté la bonne foi de pouvoir ordonner aux FDLR de quitter les territoires congolais. Au moins, tous les médiateurs ont constaté que du côté de la RDC, il y a cette volonté-là de pouvoir faire en sorte que cet accord qui avait été signé le 27 juin puisse être mis en pratique. On a demandé au FDLR de quitter, mais pourquoi est-ce que le Rwanda, jusque-là, n'a pas encore levé ce qu'il appelle, entre guillemets, ces mesures défensives? Et pourtant, il ne s'agit pas des mesures défensives. Nous n'attaquons pas. Est-ce que nous attaquons le Rwanda? Absolument pas. Voilà. Donc il s'agit d'un pays qui dispose d'un proxy qui s'appelle le M23 et qui cherche à congoliser les actions du M23 pour faire voir qu'il s'agit d'un problème des Congolais, alors que nous sommes dans une situation de guerre qui nous vient de l'extérieur, de guerre d'agression. Voilà. Merci Christian. Alors, après l'accord de Washington, il y a eu le processus de Doha. Pourquoi la RDC et le Rwanda ont-ils finalement besoin de signer autant d'accords? Est-ce que ce n'est pas un peu une preuve de l'inefficacité des précédents accords? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire face à nous ne sommes pas en train de faire naître un cycle qui finalement ne va jamais se terminer? Parce qu'il y a signature, il y a violation, il y a signature, il y a violation. Pourquoi signons-nous autant d'accords si sur le plan diplomatique, ces accords finalement n'ont aucun impact sur le terrain? En fait, les accords ont leur place en diplomatie, surtout en temps de guerre. Vous savez que ce qui a donné naissance comment dirais-je, ce qui a donné naissance à l'ONU, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des accords qui avaient été signés à cette époque, nous sommes en 1945. Et donc, quand nous sommes dans une situation de guerre, il peut y avoir une option levée par les protagonistes, et cette option pourrait être notamment la négociation. Et chaque négociation aboutit toujours à un accord. Maintenant, la mise en œuvre de l'accord dépend de la bonne foi des acteurs en présence, notamment puisqu'il s'agit de la RDC. Nous avons là un acteur, plusieurs acteurs, notamment le Rwanda, nous avons la RDC et nous avons le M23. Il faut établir une différence entre l'accord du 27 et l'accord de juillet
l'accord de principe signé entre l'État congolais et le M23. Donc le 27, il s'agit de deux États, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda. Mais en juillet, pour ce qui est de l'accord de principe, il s'agit d'un État et d'une rébellion. Parce que cet État-là, la RDC, soutient l'hypothèse selon laquelle le Rwanda dispose d'un proxy qui s'appelle le M23. Et que ce proxy-là n'est que quelque chose qui est utilisé par un État qui s'appelle le Rwanda. Et donc il fallait qu'il y ait aussi, au-delà de l'accord qui avait été signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis, qu'il y ait aussi un autre cadre d'échange qui soit ouvert pour permettre un échange direct entre le gouvernement et le M23 qui occupe des terres en République démocratique du Congo. Donc, pourquoi il y a plusieurs accords? Je pense que tout simplement parce que c'est une réalité des conflits, une réalité de guerre. Les accords, c'est quelque chose de normal dans une situation de conflit, dans une situation de guerre. Mais maintenant, pourquoi ça n'avance pas? Je crois que c'est peut-être ça, la question qui pourrait susciter l'attention. À mon avis, pourquoi ça n'avance pas? C'est-à-dire qu'il y a un blocage. Lequel, est-ce que lors de la signature des accords, n'y a-t-il pas des mesures prises pour contraindre les parties à respecter l'accord signé? Pourquoi il y a ce cycle de signature et violation à chaque fois? Et encore, on se souvient du mécanisme de suivi du cessez-le-feu qui a été signé. Quelques jours après, c'est déjà les M23 qui accusaient la RDC de violer le cessez-le-feu, et le porte-parole du ministère de l'Armée qui a tout de suite répliqué en disant que c'est eux qui violaient pour ensuite légitimer leur offensive à la République démocratique du Congo. Finalement, ce n'est pas, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas un cycle qui va se répéter encore et encore, parce qu'il faut se le dire, Goma est sous contrôle des M23 depuis le mois de janvier, et là, nous sommes au mois de novembre, ça va bientôt faire une année que la signature des accords n'ont pas mené au retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors c'est ça justement, puisque vous évoquez le retrait des troupes rwandaises, le retrait du M23 du sol congolais, c'est là justement qu'il y a le blocage. Nous sommes dans une situation où à Doha, nous avons des négociateurs, la partie congolaise et la partie M23, sous la médiation qatari. Nous sommes au Qatar. Il y a un certain nombre de principes qui avaient été énoncés dans l'accord de principe. Parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas encore d'accord de paix entre la RDC et le M23 jusque-là. Ce qui avait été signé en juillet dernier, c'est un accord de principe. C'est-à-dire, on se met d'accord sur un certain nombre de choses pour aboutir à l'accord. C'est ce qui vient même d'être signé encore. On parle de l'accord cadre. La semaine passée. On parle d'un accord cadre. Moi, je dirais qu'il n'y a aucune différence entre l'accord de principe et l'accord cadre. Parce que le porte-parole du M23, je ne suis pas son relayeur, mais a précisé que cet accord ne fait appel à aucune dimension contraignante. C'est-à-dire, là, il veut faire voir que ce qu'on vient de signer là, ça ne va pas nous amener au retrait de nos troupes. Ça ne va pas nous amener au retrait de nos troupes. Et donc, moi, je pense que la partie qui bloque la machine, c'est le M23, tout simplement. C'est tout simplement le M23. Je dirais aussi le gouvernement, parce que l'accord de principe prévoyait notamment la libération des prisonniers. Parce que, vous savez, quand vous êtes en négociation, les différentes parties ont des exigences. Moi, j'ai mes exigences, vous avez vos exigences, et on fait ce qu'on appelle des concessions. On doit concéder. Et je crois que sur la question de la libération des prisonniers et sur la question de retrait du M23, les deux parties ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas, parce que là, le M23 brandissent la libération des prisonniers. Si vous ne libérez pas nos prisonniers que vous avez enfermés dans vos prisons à Kinshasa, on ne se retire pas. Et jusque-là, à moins que je ne sois pas informé,
aucun prisonnier du M23 n'a été libéré jusque-là. Et comme réponse du M23, ils disent, ben, puisque vous n'avez pas libéré, alors que l'accord de principe de juillet l'a dit, eh ben, on ne quitte pas les territoires congolais. Et donc l'accord cadre qui vient d'être signé prévoit aussi la restauration progressive de l'autorité de l'État. Je l'ai lu avant de pouvoir venir à vos installations. Donc il y a la restauration progressive. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura des points qui doivent être respectés par la partie gouvernement de Kinshasa. Donc, s'il y a blocage, il se pose un problème de bonne foi de la part du M23 qui ne donne pas des signaux forts pour se retirer des territoires congolais. Et il y a aussi le manque de souplesse de la part du gouvernement qui ne veut pas adhérer à la demande du M23 ou à l'exigence du M23, celle de libérer les prisonniers. D'où le blocage et c'est l'accord qui souffre jusque-là. Mais finalement, la question, il serait donc légitime de se demander pourquoi on va finalement sur le terrain de la diplomatie si c'est pour ne pas baisser les armes d'un côté comme de l'autre. Nous continuons toujours dans les accords. C'est pourquoi moi je défends une thèse qui sous-tend que la solution demeure dans l'option militaire. Ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que ceux qui me suivent, évidemment, il y a des gens plus intelligents que moi, peuvent penser autrement, mais la réflexion que moi je mets sur la table du débat, c'est celle sur l'option militaire. C'est la seule solution. Au jour d'aujourd'hui, à mon avis de la vie, l'option diplomatique a montré ses limites. A vraiment montré ses limites. Le chef de l'option n'est pas prêt à s'arrêter parce que le chef de l'État, lors de la conférence du climat à COP30 à Belém face à la jeunesse au Brésil, le chef de l'État a annoncé encore un accord à Washington, a annoncé qu'ils seront bientôt rappelés aux États-Unis pour négocier un accord de paix, il me semble, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que c'est une option qui n'est pas prête à être levée et on n'envisage pas justement l'option que vous avez évoquée tout à l'heure, l'option militaire. Oui, pourquoi vous pensez que l'option militaire serait la meilleure? Parce que les États, au jour d'aujourd'hui, vont vers ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la force, le respect qui s'impose. Aujourd'hui, les États se mesurent par leur rapport de force sur la scène internationale. Si on parle de la Russie comme puissance, si on parle des États-Unis comme puissance, parce qu'ils ont développé des systèmes de sécurité efficaces. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller tirer une balle sur le sol russe sans vous attendre à une riposte. Ouais, une riposte à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous faites face à un État qui veut se faire respecter, qui veut dicter sa loi. Et je pense que la RDC doit nourrir ses ambitions-là. Le jour où on donne suffisamment de moyens à notre armée, on lutte contre la question de l'infiltration. L'infiltration au sein de notre armée, on rajeunit l'armée, on fait partir les traîtres. Si on donne, je reviens encore, suffisamment de la logistique à notre armée, laissez-moi vous dire, Madame Samuela Ngalula, que le Rwanda n'osera plus blaguer avec. Est-ce que ce n'est pas justement à cause de toutes ces failles dans notre armée que vous avez évoquées que le président de la République a tout de suite pensé à une option diplomatique, sachant que frontalement avec l'armée, il y aurait des problèmes? Justement, il a préféré la diplomatie plutôt que la solution militaire parce que notre armée rencontre ces failles dont vous avez fait allusion tout à l'heure. La diplomatie
Elle a toujours été la bienvenue. C'est une option dont on ne peut se passer lorsqu'on est en situation de guerre. Mais il y a lieu de penser aussi à une autre option. C'est l'option militaire. Et c'est sur ça que j'insiste. C'est à cela que je fais allusion, justement. Nous avons besoin de bâtir une armée dissuasive. Et ne peut être appelée armée dissuasive que celle qui dispose d'une logistique efficace. On doit renforcer notre renseignement militaire, on doit donner des moyens technologiques à notre armée, et ça sera la solution. Je pense que si on lève l'option d'aller sur cette voie, madame, laissez-moi vous dire que nous allons imposer le respect dans la sous-région, à travers nos frontières, et nous allons pouvoir mieux protéger notre pays contre toute attaque. C'est la solution, à mon avis, parce que l'option diplomatique a vraiment montré ses limites. Le chef de l'État a fait le tour du monde, il a même fait l'objet de critiques, des polémiques. Il est passé par tous les salons diplomatiques pour pouvoir dénoncer. Du haut de la tribune des Nations Unies, il l'a fait plusieurs fois, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais ça n'a pas produit des résultats. Le Rwanda est là. Le Rwanda, par le canal du M23, est là, occupe nos terres injustement, fait souffrir nos populations. Je crois que l'heure est venue pour que nous puissions prendre la meilleure décision, c'est-à-dire lever l'option militaire. Voilà. Merci beaucoup, Christian Kalonji. Le chef de l'État a beaucoup, comme tu l'as dit, a beaucoup voyagé pour dénoncer. Alors, la démarche diplomatique n'a pas que des effets, comment je peux le dire, opaques. Nous avons vu certains d'entre eux, notamment la reconnaissance du Rwanda comme pays agresseur. On a mis à nu cet agresseur qui se cachait derrière des groupes qu'il créait, finançait finalement, pour ne pas être pointé du doigt. Et donc, ça fait partie quand même des résultats que nous avons eus de la démarche diplomatique qu'a choisi le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Les accords, nous en avons longuement parlé. Nous allons donc changer de chapitre pour revenir, quitter la diplomatie et pour revenir ici en République démocratique du Congo. Il y a un mouvement politique majeur qui s'est fait ici, notamment l'élection du président de l'Assemblée nationale qui est Aimé Boji, qui succède à Vital Kamerhe. Aimé Boji, de façon générale, comment trouvez-vous son profil? Je pense que c'est un profil idéal à la hauteur des ambitions du Grand Congo. C'est quelqu'un que je connais. J'ai travaillé avec ses collaborateurs pour le compte de ma chaîne. Je pense que c'est quelqu'un qui est à la place qu'il faut. C'est l'homme à la place qu'il faut. Parce qu'il répond aux exigences intellectuelles, aux exigences pratiques, parce que, comme vous le savez, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est notamment de légiférer, voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. C'est un ancien parlementaire, il est député national depuis 2006, il est plusieurs fois réélu, il a été plusieurs fois réélu. Donc c'est un terrain qu'il maîtrise très bien. D'ailleurs, je viens de l'Assemblée nationale. Pour sa première avant d'arriver, oui, il est entré en fonction le samedi dernier. Et aujourd'hui, il a présidé la plénière sur la reddition des comptes. Et donc vous sentez qu'il était très à l'aise dans son assiette. Voilà, ce que je pense de son profil, c'est que c'est un profil qui répond aux exigences intellectuelles. C'est un intellectuel de haut niveau. Un économiste de formation. Il a été ministre du budget pendant plus de 5 ans, depuis que le président de la République a été élu en 2019. Je pense qu'il y avait d'abord Baudouin Mayo, et puis lui, il a été élu, et depuis lors, il n'a jamais quitté cette fonction. Donc, c'est un fin politique, un homme d'État, que je pense, sera bien évidemment à la hauteur de ses tâches. Il aura notamment plusieurs défis à relever, les défis sécuritaires, parce que le Parlement a un rôle à jouer en termes des débats sur la question sécuritaire. Et c'est un démocrate,
au vrai sens du mot, Aimé Boji Sangara. Et voilà, donc voilà ce que je pense de son profil. Merci beaucoup pour ce petit tour de profil de Aimé Boji Sangara, désormais président de l'Assemblée nationale. Alors, oui. Il est président de l'Assemblée nationale, mais revenons un peu sur les circonstances entourant son élection. Aimé Boji démissionne, revient, se présente comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée contraint les autres à se retirer de la campagne pour ne soutenir que la seule candidature d'Aimé Boji. La réaction qui est la plus étonnante, du moins celle à laquelle les gens ne s'attendaient pas, c'est celle de Vital Kamerhe, parce que quand même il a été un peu poussé à la démission parce qu'il a choisi de partir plutôt que d'être éjecté. Vital Kamerhe s'est aligné derrière la décision de l'Union sacrée de porter Aimé Boji comme le candidat unique. Ouais. Alors ma question a deux sous-points. La démarche d'Aimé Boji, avait-il déjà la certitude d'occuper ce poste? Parce que démissionner d'un poste à la quête d'un autre, il faut avoir une certaine assurance. Et Vital Kamerhe, sa première réaction d'abord, son communiqué qui s'alignait derrière l'Union sacrée. Devrions-nous voir ce communiqué tel qu'il est écrit ou peut-être essayer d'analyser une petite idée qui peut se cacher derrière un Vital Kamerhe beaucoup trop passif face à une situation qui ne lui est pas très favorable? Alors, à voir la vitesse avec laquelle ou à laquelle les choses ont évolué, de la démission jusqu'à l'accession à la tête de l'Assemblée nationale, il y a quand même lieu de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ordre qui avait été donné quelque part? L'Union sacrée, c'est la famille politique du président de la République, il en est la haute autorité de référence, comme le disent les différents cadres. Vous savez, nous sommes dans une famille politique, on se conforme à la ligne tracée par l'autorité morale. Et je suis fortement convaincu que voilà, le chef de l'État lui avait déjà garanti qu'il était son choix au niveau de l'Assemblée nationale et il lui a demandé de pouvoir démissionner pour déposer sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un hasard le fait qu'il ait démissionné et qu'il se retrouve candidat et élu. La preuve, il n'avait pas été le seul à déposer sa candidature au niveau de l'Union sacrée. Il y a eu d'autres candidatures, notamment Bosso, Bodomayo, etc. Bosso ne veut pas lâcher l'affaire. Mais toutes ces candidatures ont été élaguées, ont été mises de côté pour respecter le mot d'ordre donné. Nous sommes en politique. Donc je pense que tous les autres membres se sont alignés et ils ont obtempéré, ils ont accepté de pouvoir renoncer à leurs ambitions de briguer la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait. Ici, nous sommes sur le terrain politique. Il ne faut pas confondre la loi qui régit l'Assemblée nationale, parce que vous évoquerez par exemple le fait qu'il soit le seul candidat. Est-ce que nous ne sommes pas en dictature? Est-ce que ce n'est pas un régime totalitaire? Non. C'est un mot d'ordre qui avait été donné parce que c'est l'Union sacrée qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a un mot d'ordre qui a été donné. L'autorité de référence, le président de la République, a porté son choix sur la personne d'Aimé Boji et tous les cadres, tous les regroupements politiques faisant partie de l'Union sacrée devraient s'aligner. Et c'est l'esprit de tout regroupement, de toute famille politique. On respecte le mot d'ordre donné et c'est ce qui a été fait justement au sujet de Aimé Boji Sangara. Alors sur cet aspect-là, ce qui intéresse aussi beaucoup de gens, comme je l'ai dit au départ, c'est l'attitude de Vital Kamerhe qui est quand même différente de celle à laquelle on aurait pu s'attendre, parce que qu'on se le dise, qu'on veuille l'éjecter de sa chaise du président de l'Assemblée nationale et qu'il soit plutôt, comment on peut le dire, plutôt
il a plutôt accueilli la situation d'une façon plus simple, sans se battre. Il a baissé les armes, s'est aligné. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour la plénière, il est passé saluer Aimé Boji dans son bureau. C'est pour taire la polémique. Justement pour taire la polémique. Et finalement, nous, les gens sont perplexes. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il cache? Parce qu'en tant qu'humain, on s'attend à ce qu'il y ait quand même ce sentiment de révolte, qui se disent mais non, pourquoi c'est la plateforme qui s'est retournée contre moi, pourquoi c'est lui qu'on soutient? Mais non, Vital Kamerhe, comme toujours, quand on l'attend à gauche, il se pointe à droite. Donc on a envie de se poser des questions sur ses réelles intentions par rapport à ça. Et d'ailleurs, nous allons chuter sur votre lecture. Que voyez-vous dans l'intention de Vital Kamerhe quant à ses ambitions futures? Dans ses intentions, bon, il n'y a que Dieu, parce que je sais que c'est un homme politique de taille. Son parti politique dispose de pas mal de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été, en 2011, candidat président de la République à l'époque de Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui a toujours nourri des ambitions présidentielles. Il pourrait y avoir élection en 2028. Est-ce qu'il sera candidat? Ça, je ne sais pas. C'est dans les secrets de Dieu. Et même s'il décidait de l'être, selon toi, s'il des chances. Et il est libre de l'être. Il est libre de l'être, mais il ne s'est pas encore annoncé dans ce sens. Justement. Il reste allié du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le choix qui a été porté sur Boji a rencontré son assentiment parce qu'il a pris acte de cette décision prise par l'autorité morale de l'Union Sacrée. Il avait réagi via un communiqué dont vous avez pris connaissance, évidemment. Donc, en tant que membre du présidium de l'Union Sacrée, il ne pouvait que s'aligner ou se soumettre à ces décisions de l'autorité morale. Sinon, ça serait un rebelle, il se serait comporté en rebelle, ça serait une rébellion envers le président et ça ne se pardonne pas en politique. Et donc, il a prouvé définitivement qu'il n'en était pas un. Voilà. Nous allons donc clore ce chapitre-là sur ce sujet. Malheureusement, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Et comme je l'ai annoncé au départ, nous allons la clôturer sur une note un peu plus légère. Donc, la victoire des Léopards, complètement inattendue. Il faut se dire que les Léopards nous ont surpris. Après la défaite contre le Sénégal, c'était une déception totale. La République démocratique du Congo, c'était laver les mains des affrontements futurs des Léopards. Finalement, contre un Cameroun qu'on n'avait pas vaincu depuis plus de 2 décennies. C'est un Cameroun qu'on vainc. Et la même semaine, nous réussissons l'exploit face au Nigeria qui perdent le match et on a largement dominé le match aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé la prestation de nos chers Léopards? J'emprunte votre expression, nous réussissons l'exploit. Je pense que les Léopards aujourd'hui font bonne figure. C'est tout ce dont on s'attendait en fait. On s'attendait à ça, c'est-à-dire ce nouveau visage d'un football professionnel, et c'est ce qu'ils ont présenté hier. C'était formidable. Moi, je pourrais vous raconter une anecdote. J'ai suivi le match à Lingwala. J'étais quand même parmi les gens qui couraient dans tous les sens. J'aime beaucoup le football. J'ai failli être joueur aussi. Donc, vous avez failli avoir beaucoup de casquettes finalement. Mais je n'étais pas torse nu. Ça... Vous avez toujours eu votre maillot au moins. Effectivement. Donc, ils ont fait preuve d'un professionnalisme extraordinaire hier en battant le Nigeria au tir au but. Je dirais que le chemin reste encore long. Mais ils ont fait l'essentiel en renversant 2 géants africains, notamment le Cameroun et le Nigeria. Je pense qu'au niveau même du classement FIFA, on va pouvoir grappiller des nouvelles places assez intéressantes. On va quand même remonter parce qu'on est, je crois, à la 10e ou 9e place, quelque chose comme ça. Avec ces 2 victoires, certainement qu'on va grappiller de nouvelles places. Moi, je pense que notre équipe s'est bien comportée, mais elle doit continuer sur cette dynamique. Parce que le problème jusque-là a toujours été cette baisse de régime
lorsque on est à plus de 70 minutes, les Léopards lâchent souvent. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec le match contre le Sénégal. Exactement. Alors que nous menions 2-0, ils ont pu égaliser. Au lieu de faire un effort pour que le match se termine un but partout, ils baissent ils perdent concentration. Et on perd finalement 3-2 sur notre propre sol au stade de Martyrs. Hier, c'était différent. Hier, c'était tout à fait autre chose. C'était une autre équipe. Les gens à côté de moi parlaient, mais au Barça, au Real Nesobeta. C'était beau à voir. J'ai adoré. Je crois que la prochaine étape, ça sera en Mexique, en tournoi intercontinental. On pourrait jouer face à l'Irak ou à la Bolivie. Je crois que cette zone-là va aussi se disputer pour qu'on sache avec qui on va pouvoir jouer. Et je souhaite bonne chance à nos Léopards. Avons-nous la moindre chance de gagner ce match? Oui, nous avons les atouts et j'y crois fermement. J'y crois beaucoup parce qu'il y aura par exemple Wissa qui va pouvoir revenir, qui est blessé. Ça sera une force de plus au groupe, à l'ossature qui est déjà là. Bongonda qui va aussi revenir. N'oubliez pas que déjà en décembre, il y a des enjeux. Nous allons participer à la Coupe d'Afrique. On va recroiser le Sénégal. De Sadio Mané. Il faudrait cette fois-là aborder ce match comme pour se venger, carrément. On doit se venger. Et je crois que le Sénégal, quand il a vu le match d'hier, ils ont intérêt à avoir peur de nous. Merci. Merci beaucoup Christian Kalonji, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, cette émission aujourd'hui a abordé 3 sujets essentiels, notamment la signature des accords en République démocratique du Congo. Quelle est l'issue? À quoi devrions-nous désormais nous attendre de ces accords qui se répètent, qui se multiplient? Mesdames et messieurs, nous avons analysé ce point-là avec Christian Kalonji. Nous avons parlé de l'élection d'Aimé Boji et du ressenti de Vital Kamerhe. Et nous avons chuté en parlant des Léopards. Christian Kalonji nous a dit au départ qu'il était journaliste et analyste politique, mais il y a une casquette de lui qui n'a pas été citée, celle d'attaché de presse du ministre des Infrastructures. Ah, je pensais que vous aviez oublié ce sujet-là. Monsieur John Banza qui fait un travail remarquable sur terrain. Pourriez-vous nous en parler? Merci. En quelques lignes avant que nous concluions cette émission. Oui, le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a été nommé en août dernier ministre des ITP par le chef de l'État qui a placé sa confiance en lui. Comme vous le savez, le Congo est vaste et le secteur des infrastructures est un secteur stratégique très important pour l'économie du pays. Et le ministre veut justement mettre en exergue la vision du chef de l'État, celle de doter la RDC des infrastructures modernes. Et il se distingue par ses descentes sur le terrain. C'est en tout cas l'un des rares ministres du gouvernement Souminois II qui se démarque par ses actions. Il est là sur le terrain pour faire la pression parce que ce qui ne fait pas avancer souvent les différents projets, c'est le manque de contrôle, le manque de suivi. Et le ministre John Banza est justement déterminé à pouvoir faire la différence. Il passe moins de temps dans son bureau et plus de temps sur le terrain et avec un habillement adapté. Propre à lui. Tout le monde propre à lui, mais surtout adapté. Parce que vous ne pouvez pas aller sur le terrain dans un chantier en veste, c'est compliqué. On a fait le Congo central, Lukula, Tchela Centre récemment. On a fait Mwanda avec lui. Nous étions sur des chantiers. Vous ne pouvez pas y aller en veste, c'est totalement compliqué. Donc ça veut dire qu'il a compris son rôle. Il veut qu'il y ait des résultats dans son secteur conformément à la vision du chef de l'État. Et je pense que aujourd'hui, il y a certains ouvrages qui vont être livrés bientôt. C'est grâce à la pression qu'il fait justement sur les entreprises qui sont chargées de pouvoir exécuter ces différents projets pour que ces différents projets aboutissent. John Banza, c'est le travail et c'est le travail encore.
John Banza, c'est le travail encore, mesdames et messieurs. Vous aussi faites pareil dans le domaine dans lequel vous êtes, travaillez. Retroussez vos manches, comme le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Chant contre chant, c'est terminé. C'était un plaisir de vous présenter ce numéro. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle analyse. En attendant, restez branchés sur Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Au revoir.